Donc, on va commencer avec des nouvelles sur le protocole Bitcoin. Parce qu'on parle beaucoup d'altcoin et c'est bien de parler de Bitcoin aussi. Donc, j'ai découvert aujourd'hui une info qui existe depuis quelques jours, mais que j'ai pas trop vu passer sur ma TL. C'est qu'en fait, il y a une nouvelle application qui s'est lancée. Enfin, je sais pas si on peut considérer ça comme une application. Disons que je vais vous faire un petit historique. Je vais même couper la musique pour que ce soit bien clair. En gros, si vous voulez, à l'époque où Bitcoin a été lancé en 2009 par Satoshi Nakamoto, bon, c'était le début, il y a eu Bitcoin, et Bitcoin s'est beaucoup mis à jour au début pour patcher des petits trucs à gauche à droite. Et il faut savoir que Satoshi Nakamoto a ensuite lancé le premier altcoin de l'histoire qui s'appelait BitDNS, qui était en fait du DNS décentralisé. Un DNS, c'est quoi? C'est un serveur où tu lui demandes par exemple youtube.com, il te répond une adresse IP, ça t'invite de connaître par cœur l'adresse IP de YouTube. Voilà. Vulgairement, c'est ça un DNS. Et donc en fait, Satoshi était parti sur peut-être rendre Bitcoin encore plus grand que de la monnaie. Et puis après, bon, vous le savez, il a quitté les réseaux. On n'a plus jamais eu de nouvelles de Satoshi Nakamoto. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour empêcher Bitcoin de faire plus que ce qu'il est déjà, pour des raisons de sécurité principalement, les développeurs de la communauté Bitcoin Core ont patché Bitcoin pour empêcher en fait dans une seule et même transaction Bitcoin, si j'ai bien saisi, de pouvoir faire passer trop de données. Parce qu'en fait, si une transaction elle pèse trop, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent spammer le réseau et il n'y a plus de place pour les autres transactions, donc ce serait assez mauvais pour Bitcoin. Donc en fait, ce qui s'est passé il y a 1 an ou 1 an et demi, je ne sais plus exactement, il y a eu la mise à jour Taproot qui est sortie sur Bitcoin, mise à jour qui permettait de faire plein de nouvelles choses sur Bitcoin. Et en fait, cette mise à jour, elle a en quelque sorte créé un bug. Le patch de l'époque qui était sorti pour empêcher justement de faire des transactions qui pèsent trop de poids, eh bien ce patch n'est plus vraiment actif et par le biais de Taproot, tu peux faire une transaction qui potentiellement pèse l'entièreté d'un Bitcoin. Donc tu n'as plus de limitation. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien comme à l'époque, vous pouvez faire des transactions qui sont assez big et qui peuvent contenir de la donnée, comme les données d'un JPEG, d'un PDF et autres. Donc en fait, tu peux minter un NFT sur Bitcoin. Et là où c'est intéressant d'un point de vue idéologique, mais il faut doser un petit peu, je vais vous expliquer pourquoi il faut doser, c'est que potentiellement tu peux avoir un NFT directement sur Bitcoin ou une donnée directement sur Bitcoin sans avoir à simplement indexer une signature sur Bitcoin et héberger la donnée ailleurs. Donc du coup c'est sympa. Parce que déjà ça va relancer le débat. Est-ce que ce bug, faut le laisser? Est-ce qu'il faut le corriger entièrement ou partiellement? Est-ce que Bitcoin doit s'arrêter uniquement à la monnaie et le paiement? Est-ce qu'il doit permettre de faire plus? Et aussi, eh bien aujourd'hui, est-ce que ce ne serait pas bénéfique pour le futur de Bitcoin dans le sens où il y a de plus en plus d'interrogations vis-à-vis de l'avenir de Bitcoin de par son économie? Parce qu'aujourd'hui, le Bitcoin, tu le mines pour choper la nouvelle inflation plus les frais de transaction, mais l'inflation, elle va baisser au fur et à mesure du temps. Donc, s'il n'y a pas assez à manger du côté des frais de transaction, ce qui va se passer, c'est que les mineurs, ils n'auront pas d'intérêt à faire tourner le réseau et ça pourrait devenir problématique pour la sécurité du réseau. Donc, s'il y a des nouvelles manières de faire fonctionner l'économie de Bitcoin qui pourraient justement forcer les gens à payer plus de frais et donc avoir plus de frais pour rémunérer les mineurs, ça peut être positif pour l'économie de Bitcoin. Donc c'est ça qui est très intéressant dans ce débat-là. Ce monsieur-là qui a expliqué ça rapidement dans un rapide thread Twitter en anglais, c'est pas lui qui a créé le protocole. Le protocole a été créé par ce monsieur-là. Et franchement, la documentation je sais même pas si on peut appeler ça un protocole, mais du projet qui s'appelle d'ailleurs Ordinals, elle est assez simple. J'ai pas tout lu, j'ai lu rapidement, mais en gros, elle explique que on va plus parler en Bitcoin, on va parler en Satoshi, ce sera plus simple. Et en fait, ça va te permettre en quelque sorte de donner une identité à ton Satoshi, plutôt que d'avoir un simple Satoshi dépensé fongible. Et donc, on va pouvoir relancer des nouveaux business potentiels, si jamais c'est pas patché, genre du DNS décentralisé, des clés publiques à rotation de clés, infrastructure à clé publique avec rotation de clés. Je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est. Et les pièces colorées, ça par contre je sais ce que c'est, puisque à l'époque c'est comme ça que ont commencé les NFT et notamment l'USDT, parce qu'avant que l'USDT soit sur Ethereum, sur Tron et sur plein de trucs, il était sur une sorte de layer 2 Bitcoin qui s'appelait Omnichannel. Et c'était justement ce principe de pièces colorées. Donc ça peut être vraiment intéressant. Et non, il n'y a pas de fork sur Bitcoin, c'est déjà actif là tout de suite sur le Bitcoin Mainnet. Alors qu'est-ce qui est intéressant dans les actus de la semaine? Je mets la musique et puis je les recoupe. On a la liste des créditeurs de FTX dévoilée. Alors on ne sait pas exactement pourquoi ils sont créditeurs. On ne sait pas les sommes, mais on a les noms. Et dans les noms des créditeurs, on a Amazon Web Services, Apple,
Meta, LinkedIn, Twitter, Netflix, Adobe. Et côté crypto, on a Coinbase, Binance Capital Management, Chainalysis, Yuga Labs, qui est la boîte derrière les NFT Bored Ape, Doodles, une connexion de NFT, BlockFi et Silvergate Bank. On a aussi le Premier ministre des Bahamas, le Bureau des impôts des États américains, des affaires et commissions du procureur général. Donc il y a vraiment pas mal de gros noms. Et on sait que FTX doit au moins 3 milliards de dollars à ses 50 principaux créanciers. Donc on imagine qu'ils doivent beaucoup plus à tous les créanciers. On en avait parlé d'ailleurs dans les émissions précédentes. Ça sent plutôt bon pour les victimes de FTX. Alors je pense que ça va mettre quelques années avant qu'on revoie notre argent. Mais potentiellement, je pense qu'il y a un petit 50% à récupérer au moins de la somme qui a été perdue. Parce qu'il y a tellement d'actifs que ça peut le faire. Ensuite, on a SushiSwap qui veut lancer des contrats perpétuels dérivés. Ça, c'est super intéressant. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire, à l'époque, on a eu Uniswap, qui est un des premiers protocoles de finance décentralisée qui permettait de swapper des jetons. Ensuite, il y a eu un fork d'Uniswap nommé SushiSwap avec le lancement d'un jeton. C'est d'ailleurs pour ça qu'après Uniswap a lancé un jeton pour faire comme SushiSwap. SushiSwap a eu son heure de gloire. Ensuite, il y a eu des dramas avec l'ancien créateur. On n'a jamais su qui était l'ancien créateur, mais certaines rumeurs disent que potentiellement c'était SBF de FTX parce qu'ils ont la même façon de parler et que quand SushiSwap est parti en sucette, il a filé une des clés à SBF. Donc l'histoire est assez bizarre à ce niveau-là. Il y a eu d'autres dramas par rapport à SushiSwap, mais au-delà des dramas, la tokenomique elle est insuffisante. Et c'est pour ça que le jeton, il s'en porte très mal. Et ça commence à devenir extrêmement problématique. Ce que me disait l'infréquentable tout à l'heure, j'ai pas tout compris de fond en comble, mais apparemment la tokenomique, elle est tellement catastrophique par rapport à la trésorerie et à l'avenir du protocole qu'il va être obligé de revoir totalement la tokenomique pour sauver le projet. Donc, souhaitons-leur bonne chance. Et on imagine que cette initiative fait partie du futur de SushiSwap. Parce qu'aujourd'hui, SushiSwap est exclusivement sur Ethereum. Il devait à un moment donné passer sur Solana aussi. Ça ne s'est pas fait. Bizarre. Je vous disais tout à l'heure, SBF, potentiel créateur de SushiSwap. Bon, moi j'aurais tendance à penser qu'il pourrait qu'SBF fasse partie des créateurs de SushiSwap. Mais bon, bref. SushiSwap ne va pas rester que sur Ethereum prochainement. Il va aussi être sur C-Network. Ce dont je vous parlais tout à l'heure. Qui est donc un Layer 1 basé sur Cosmos. Et ils ont fait ce choix-là, probablement pour être dans l'air du temps, mais aussi c'est logique parce que d'une, tu vas avoir la performance, mais genre vraiment beaucoup de performance, parce que ces networks, ça pulse, sur le papier. Après, dans les faits, on verra, mais sur le papier, ça pulse hardcore. Voilà, finalité en 600 millisecondes, 22 000 transactions par seconde, bref, voilà. Et en plus de ça, comme c'est basé sur le SDK Cosmos avec IBC, il va y avoir de l'interopérabilité. Et potentiellement, ça peut ouvrir de nouvelles portes à Sushi. Donc c'est une plutôt bonne nouvelle, je trouve. Ensuite, on a AV qui s'apprête à lancer sa V3. J'ai envoyé un DM à Mark Zeller tout à l'heure. Je vais essayer de l'inviter dans une prochaine émission pour qu'il nous explique ce qu'il en est. Vous savez que moi, la DeFi, c'est vraiment là où je pêche le plus. En tout cas, voilà, j'ai compris à peu près de quoi il s'agissait. La V3, ça va être un produit plus optimisé pour le capital, donc un protocole plus poussé, disons. Et il va commencer avec 3 types d'actifs, donc du Bitcoin, de l'Ether, des Ethers stakés, vous savez, ceux qui sont stakés sur Lido notamment, de l'USDC, du DAI, du Link et de l'AAV. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, AAV est un protocole multi-chain. Ils sont sur Avalanche, Optimism, Polygon, Phantom, Harmony et Arbitrum. Et bientôt, ils seront sur Starknet. Et ce que me disait Mark Zeller, c'est que l'avantage avec Starknet, c'est que tu as tellement de performance que ça va leur permettre de proposer potentiellement des produits qu'ils ne pourraient pas vraiment proposer ailleurs de par les performances. Parce que vous noterez quelque chose, dans toutes les chaînes qui sont proposées sur AAV, c'est exclusivement des chaînes EVM, tout ça. Ça, Avalanche, c'est une chaîne EVM, enfin, tu as un des subnets d'Avalanche qui est EVM. Optimism, c'est un Layer 2 Ethereum. Polygon, c'est EVM. Phantom, c'est EVM. Harmony aussi. Et Arbitrum, pareil, c'est un Layer 2 d'Ethereum. Starknet, c'est un Layer 2 d'Ethereum, mais c'est pas de l'EVM. Donc du coup, ça leur demande de devoir refaire totalement le protocole exclusivement pour cette blockchain, enfin pour ce Layer 2, mais après, tu as les performances qui vont avec. Donc c'est ça qui est intéressant. Ensuite, on a MakerDAO, le protocole derrière le stablecoin DAI, qui veut 100 millions d'USDC dans Yearn. Yearn, c'est un protocole de finance décentralisée. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, cette news, elle est intéressante pour vous en parler rapidement, c'est que MakerDAO, c'est un peu comme une banque centrale, mais sauce crypto-monnaie.
C'est-à-dire que c'est collatéralisé par des Ethers et différents stablecoins pour émettre des nouveaux stablecoins. Et donc ce protocole, il est bien géré par quelqu'un, il est géré par des équipes. Donc ces équipes, il faut les payer. Et donc ils ont une trésorerie, ils ont une DAO, donc une organisation décentralisée gérée par la communauté. Et l'idée en fait, c'est que tout l'argent que le protocole a, bah, il pourrait faire des bébés cet argent, il pourrait toucher de l'intérêt. Donc ce qu'ils veulent faire, c'est poser 100 millions dans le protocole Yearn pour toucher un taux d'intérêt de 2% par an, soit 2 millions de dollars. Parce qu'effectivement, si tu prends ton petit 2 millions de dollars, bah, tu as de quoi payer toutes tes ressources, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est pas la première fois qu'ils le font. Ils sont déjà sur d'autres protocoles, on les a notés normalement, voilà, AAV, Compound et Idle Finance. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.